Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de regarder la RTS et bienvenue à votre émission Point de vue de ce dimanche 8 septembre 2013. Il y a exactement une semaine, le président Macky Sall mettait fin aux fonctions du Premier ministre Abdoul Mbaye et son gouvernement pour les remplacer par une équipe dirigée par Madame Aminata Touré, jusque-là garde des Sceaux, ministre de la Justice. Alors, nouvelle équipe, nouvelle mission, accélérer la cadence et les réformes, mais aussi la croissance de ce pays. Alors, comment y arriver? Dans quelles conditions? Avec quels moyens? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, Monsieur Ahmadou Ali Mbaye. Il est le doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur titulaire des universités, M. Mbaye occupe d'autres fonctions académiques, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et merci pour votre invitation et vous me donnez ainsi l'opportunité de parler à vous-même et à vos téléspectateurs. Bien. Alors vous avez vécu et même certainement analysé le contexte dans lequel est survenu ce changement de gouvernement. À l'analyse, qu'est-ce que vous retenez comme élément déterminant entre l'efficacité d'une équipe et un contexte qui était là, qu'on avait vécu tous? Alors, permettez-moi d'abord de dire une chose. Ce qui est intéressant lorsqu'il y a changement d'homme, ce qui est intéressant à voir, c'est les répercussions probables de ce changement sur l'économie. Mais éviter peut-être de trop personnaliser les choses. Malheureusement, dans ce pays, on a l'habitude, à chaque fois qu'une équipe change, on tire sur l'ancien président, sur l'ancien premier ministre. Oui. Et je crois que ce n'est pas très utile. Débat d'idées, on en a besoin. Absolument. Je pense que quand il y a changement d'équipe, il faut faire une évaluation de ce qui a été fait et s'il y a eu des erreurs de gestion, peut-être les sanctionner, mais comprendre que le destin du pays est plus important que le destin des individus. Cela étant dit, j'ai lu beaucoup de choses dans la presse, j'ai entendu beaucoup de débats par rapport à cela, les raisons qui ont dû pousser au changement du Premier ministre, mais permettez-moi de vous dire, au risque de vous surprendre, qu'il serait étonné que ce soit des raisons purement économiques, pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est que d'abord, tout le monde sait que le centre de gravité, la gestion de l'économie nationale, mais ce n'est pas la primature, disons-le comme ça, c'est la présidence et certains ministères, en particulier les finances, le budget, etc. Ça, c'est d'un. De deux, l'agenda économique n'est pas un agenda très prégnant dans notre dispositif de politique publique. Oui. Ça ne date pas de maintenant. Je crois que depuis toujours, l'économie, la gestion de l'économie est considérée comme quelque chose qui est relégué au second plan. On laisse très souvent les stratégies et tout ça aux bailleurs. On s'occupe de demandes sociales, on s'occupe de questions purement politiques, mais je ne crois pas que l'agenda économique occupe la place qu'il devrait occuper dans le dispositif des ça, c'est de tout le temps? De tout le temps? De tout le temps. De tout le temps. D'accord. Ouais. Oui. Pourtant, on a parlé d'une situation difficile, de contexte économique assez compliqué, qui aurait impacté sur le rythme du gouvernement, de l'équipe sortante. Moi, je crois que je ne voudrais pas tellement épiloguer sur les raisons qui auraient poussé le président à changer d'équipe. Je crois que les lois de ce pays, la constitution de ce pays, lui donne le pouvoir discrétionnaire de changer d'équipe quand il le veut et sans avoir à donner des explications. Je crois qu'il l'a fait, lui-même il n'a pas essayé d'en donner. Il a remercié le précédent, il a émis certainement beaucoup d'idées favorables sur celle qui a été choisie. Je crois qu'il faut qu'on s'en tienne là et que au moment de l'évaluation, qu'on évalue de manière objective pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Mais quand même, vous avez entendu le discours. Je crois que les autorités elles-mêmes acceptent ou ont dit carrément que le rythme était lent. Et elles n'étaient pas également les seules. En tant qu'économiste, où est-ce que vous situez le problème exactement? La lenteur, je crois que on l'observe à plusieurs niveaux. Moi, le niveau où j'ai eu, je ne dirais pas impatience, je ne dirais pas déception, mais je dirais impatience. C'est l'agenda qui devrait être l'agenda d'une coalition. Je crois que la particularité de ce gouvernement, c'est que c'est un gouvernement de coalition.
dans la gestion des pays, il y a des problèmes qui sont plus facilement pris en charge par un parti unique qui gagnerait les élections, comme c'est le cas précédent, ou des questions qui sont plus facilement prises en charge par une coalition. Et je crois que c'est au niveau de l'agenda de la coalition qu'on note un certain nombre de lenteurs. Je prends des exemples. La Casamance. Il est de plus en plus reconnu qu'il s'agit là d'un problème extrêmement compliqué, d'un problème qui a besoin qu'on ait un consensus très fort. Lorsqu'on a l'opportunité d'avoir beaucoup de partis, donc la majorité des partis presque siègent dans un gouvernement, on devrait s'attendre à avoir au moins les lignes directrices d'un tel consensus. On ne voit pas ça de manière évidente. L'autre problème, c'est la gestion institutionnelle, disons les lois électorales. Très souvent, on se complaît à dire que le Sénégal est très avancé par rapport à d'autres pays, notamment aux autres pays africains. Mais on se rend compte que le cycle électoral va très souvent avec un cycle de violence. Lorsqu'on faisait les élections en 1993, il y avait des problèmes. Oui. En 2000, il y avait des problèmes. En 2007, il y avait des problèmes. En 2012, il y avait des problèmes. Et encore une fois, lorsqu'il y a beaucoup de partis qui siègent dans un gouvernement, on s'attendrait à ce que les règles du jeu soient clarifiées de telle manière que notre pays puisse faire des élections et sans aucun risque de violence ni de basculement. Un autre problème qui pourrait, à mon avis, relever d'un agenda d'un gouvernement de coalition, c'est la décentralisation. On en parle beaucoup, mais on ne se pose pas la question de savoir la décentralisation, ça vise quoi? Quand on vise à décentraliser, c'est pas simplement une question de déconcentration, mais c'est pour régler des problèmes structurels. Je pense que le problème de l'éducation, tout le monde voit ça. Tous les régimes ont été confrontés à ce problème. Un ministre qui fait face à une pléthore de syndicats, beaucoup de revendications qu'on a du mal à régler. Mais je pense qu'à mon avis, ça c'est lié à une centralisation un peu trop poussée de la gestion de l'éducation. On a voulu copier le modèle français. Oui. Le modèle français est un modèle jacobin. Mais regardons ce qui se passe ailleurs. Je pense que l'éducation, c'est quelque chose qui aurait pu être pris en charge par la décentralisation, comme la santé, comme la sécurité de proximité. Et très souvent, on dit que oui, il n'y a pas beaucoup de capacités au niveau des collectivités locales, mais au niveau central, il y en a parce qu'on les a créées. Et quand on parle de déconcentration, il faut aussi, je pense, déconcentrer les ressources financières et les ressources humaines. Je crois qu'au niveau de l'agenda de la décentralisation, il y a un consensus fort qui devrait se dégager. Il y a des choses qui se font et c'est pour cela que je disais que, à défaut de parler de déception, on peut parler d'impatience. Très bien. Alors, il y a un élément d'explication relatif cette fois au choix de départ, choix des hommes, parlant toujours de l'équipe sortante. Et on a notamment parlé de présence de banquiers dans cette équipe sortante-là qui serait problématique. Est-ce que, à votre avis, ça a été un facteur de blocage? Et avant de répondre à cette question, je voudrais un peu revenir à l'agenda du gouvernement de concertation. Pour parler un peu du choix des hommes. Parce que notre marché politique est complètement vicié par cela. L'engagement politique est maintenant cette monnaie. Les gens s'engagent sur le champ politique dans l'espoir d'avoir des contreparties en termes de nomination. Et ça, c'est mauvais pour un pays. Il n'y a jamais eu dans l'histoire un pays qui a pu se décoller avec autant de pesanteur. Je crois que ce n'est pas mauvais que les partis... Le clientélisme politique? Absolument. Oui. Il y en a même partout, mais c'est que chez nous, ça dépasse toutes les limites. Ce serait pas mauvais que les partis qui siègent au niveau du gouvernement trouvent des consensus pour dire, voilà, les postes qui peuvent être réservés, entre guillemets, aux clients politiques. Et voilà, certains postes qui devraient être attribués sur la base du mérite. Et il y a beaucoup de pays émergents en développement où les choix des hommes à certaines positions se fait par appel d'offres. Je crois que ça, c'est un consensus qu'on devrait essayer d'avoir parce que sinon, ce gouvernement n'a plus sa raison d'être. Absolument. Lorsqu'on fait un gouvernement de coalition, c'est pour régler, prendre en charge ces types de questions. Sinon, ça devient juste un gouvernement de partage de postes, comme on entend certains dire. Je crois qu'on devrait essayer d'aller un peu plus loin et de voir qu'est-ce qu'on peut faire compte tenu de la configuration actuelle. D'accord. Maintenant, concernant le problème des banquiers et des fonctionnaires, je crois que c'est un débat qui me met un peu mal à l'aise. Pourquoi? Parce que les postes dont il s'agit, les postes de Premier ministre, les postes de ministre des Finances et autres là, mais c'est plus des postes de leadership. C'est pas,
des postes où on va perdre son temps à se perdre dans des détails de calcul économique. Il y a des techniciens qui sont là, qui font ces calculs-là, des gens qui font des simulations, des gens qui présentent les options, et le ministre, le Premier ministre, ils sont là pour prendre des décisions stratégiques en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant toute l'information nécessaire disponible à leur niveau. C'est vrai, c'est des postes de leadership, mais celui qui les incarne peut avoir son influence sur les choix qui doivent être opérés, n'est-ce pas? Absolument, mais je crois qu'il s'agisse de l'ancien Premier ministre, qu'il s'agisse des fonctionnaires auxquels vous faites allusion, tous ces gens-là ont occupé des postes de leadership dans leurs structures respectives. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne forme pas des ministres, on ne forme pas des présidents. Très bien. Et je disais à un de vos confrères ce matin que ce sont des positions qui font appel davantage au leadership, aux attributs personnels des acteurs. On veut choisir des gens qui soient déterminés. On veut choisir des gens qui soient ouverts d'esprit. On veut choisir des gens avec un certain niveau d'analyse. On veut choisir des gens qui savent résister à l'adversité, etc., etc. Mais ça, on n'enseigne pas. Ça, c'est des attributs personnels. Donc, je crois que c'est, à mon avis, inapproprié de dire que telle personne vient de tel secteur, l'autre vient de tel autre secteur, donc elle ne serait pas... Ça n'a pas été un facteur de blocage, à votre avis, la présence des banquiers? Je ne crois pas. Maintenant, mais de toute façon, le pays a toujours été bloqué. Absolument. Je vous dis, le revenu par tête actuellement est inférieur à son niveau de 1960, et on a eu des premiers ministres de profil assez divers. Donc je ne crois pas que ce soit un problème de banquiers, de fonctionnaires. Pour les fonctionnaires, on peut pas le dire, parce que le ministère des Finances a toujours été géré par les régies financières, le Trésor et autres. C'est peut-être qu'on a eu... Mais puisque ces gens-là sont produits, par exemple, de ces services du ministère de l'Économie et des Finances, l'impôt et les domaines, la douane, est-ce qu'on peut attendre avec eux des changements réels attendus? Mais les autres ministres des Finances qu'on a connus venaient également des régies financières. Abdoulaye Diop, je pense que c'était un inspecteur du Trésor, Hadjibou Soumaré, même chose, et ainsi de suite. Je ne vois pas pourquoi ça devrait poser problème. Moi, je crois que on devrait utiliser nos énergies à comprendre quels sont les problèmes auxquels on est confronté et comment est-ce qu'on pourrait y faire face individuellement et collectivement. Mais faire des élucubrations sur les capacités personnelles des uns et des autres, alors qu'il n'y a rien de tangible sur lequel on peut se fonder, je crois que ça ne me paraît pas très utile. D'accord. Au-delà des hommes, il y a maintenant les options, comme celle qui consiste à donner à la planification une place stratégique dans l'attelage gouvernemental. Alors, ce retour du ministère du Plan, est-ce que ça peut permettre effectivement de relancer le cap? Oui, là aussi, j'ai entendu beaucoup de confusion, beaucoup d'amalgame. Moi, j'ai entendu des gens dire qu'on est en train de revenir à l'ère communiste. Je dois dire simplement que ce qu'on a le plus manqué dans ce pays, c'est de planification. Oui. Et la planification dont il s'agit ici est une planification indicative. C'est pas une planification impérative, comme ce qu'on avait l'habitude de voir dans l'ex-Union soviétique. On avait une structure très puissante qu'on appelait le Gosplan et qui décidait de tout. Qui décidait vraiment de tout. C'est pas le cas ici. Non. Ici, je pense, tel que je perçois le ministère du Plan, de toute façon, tel que ça a fonctionné jusqu'ici, parce que ça ne date pas de maintenant, ça a été supprimé, ça a été réhabilité, ça existe dans beaucoup de pays voisins, avec des dénominations variables, mais ce qu'on attend du ministère du Plan, c'est de coordonner l'action du gouvernement, veiller à ce que les objectifs que le président décline soient traduits. Et au niveau sectoriel, au niveau le plus décentralisé. Je donne un exemple. Oui. Le président peut dire il me faut un taux de croissance de 7%. Mais ça, c'est le niveau très macro. Il faut après décomposer ça au niveau des macro-secteurs, le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Après ça, même au niveau des macro-secteurs, il faut faire une décomposition plus fine. Dans l'agriculture, par exemple, il y a l'élevage. Dans l'élevage lui-même, on a l'élevage des porcins, l'élevage, etc., etc. Oui. Donc, au niveau le plus fin, il faut déterminer quel est le potentiel de croissance qu'on a, quelles sont les contraintes, qu'est-ce qu'il s'agit de faire pour avoir par la suite des croissances pondérées qui correspondent à ce que l'autorité suprême a décliné. Oui. Mais ça, c'est le rôle du ministère du Plan. Et je vous dis que même dans les pays très capitalistes,